Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Alors ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne, alors j'ai été un peu occupé tant sur le plan personnel que professionnel. Mais ça y est, je suis de retour, je vais petit à petit reprendre les vidéos. Je vous propose de nous attaquer aujourd'hui à Microsoft Fabric pour les data engineers, c'est-à-dire ceux qui viennent du monde Spark, Python, Scala, etc., etc. En effet, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Apache Spark pour transformer et préparer les données dans Microsoft Fabric. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Apache Spark? Spark ou Apache Spark est un moteur de traitement de données volumineuses. Vous savez, ce qu'on appelle couramment le Big Data. Spark a été développé à l'université de Berkeley en 2009 et était à la base un projet de recherche. Il devient open source en 2010 et intègre l'Apache Software Foundation en 2013. L'Apache Software Foundation est une organisation à but non lucratif qui développe et maintient la plupart des gros projets open source dans le monde. Spark a été particulièrement conçu pour la performance. En effet, il est 100 fois plus rapide que Hadoop, qui est un autre framework de traitement Big Data que vous connaissez peut-être. Ces performances sont dues à un fonctionnement en mode distribué et surtout in-memory, c'est-à-dire que les traitements sont effectués en mémoire et sur plusieurs clusters de machines. Alors sans entrer dans les détails techniques, je vous propose de voir l'architecture et le fonctionnement d'Apache Spark. Il faut savoir que Spark n'est pas un système de stockage et donc ne stocke pas les données. Il s'appuie plutôt sur des systèmes de stockage comme Azure Data Lake, Amazon S3, Google Cloud Storage ou HDFS dans Hadoop, etc., etc. Au-dessus, on va retrouver Spark Core, qui, comme son nom l'indique, est le cœur du système. C'est en fait le moteur d'exécution de Spark tout simplement. On a ensuite différentes API ou librairies qu'on va pouvoir utiliser pour le traitement des données en fonction de nos besoins. On a notamment Spark SQL pour transformer les données en utilisant du SQL, Spark Streaming pour le traitement de données streaming ou temps réel, MLlib pour le machine learning et GraphX pour les données de type graph. Au-dessus, on va retrouver les data frames qui sont tout simplement une représentation des données en mémoire. Mais on y reviendra. Spark a été développé en Scala, mais pour la transformation des données, on va pouvoir utiliser différents langages, notamment Scala, Java, Python et ou R. Mais peu importe le langage, nous allons voir qu'on va pouvoir mixer ce langage avec du SQL pour faciliter le requêtage et la transformation des données. Si vous vous intéressez à Apache Spark, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de Databricks. En effet, ce sont les créateurs d'Apache Spark qui ont ensuite fondé la société Databricks pour proposer une version de Spark sur le cloud. Donc Databricks n'est qu'une implémentation et une version commerciale d'Apache Spark, tout comme Synapse Spark est une implémentation d'Apache Spark dans Azure Synapse Analytics. Et ce sont ensuite, entre autres, les fonctionnalités Spark d'Azure Synapse Analytics qui ont été intégrées dans Microsoft Fabric. Justement, je vous propose maintenant de voir comment travailler avec Apache Spark dans Microsoft Fabric. Je suis sur le portail Microsoft Fabric dans l'expérience Data Engineering. Ici, on voit tous les éléments que je peux créer dans cette expérience. Pour ce qui concerne Spark, je vais pouvoir créer des notebooks, des environnements ou des Spark Jobs. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les notebooks. On verra les environnements et les jobs Spark dans de futures vidéos. Je suis ici dans un workspace rattaché à une capacité Fabric. Pour exécuter du Spark dans Microsoft Fabric, il faut une puissance de calcul qu'on appelle un pool Spark. Dans les paramètres de l'espace de travail, je peux voir qu'il y a un pool par défaut qui a été configuré et rattaché au workspace à sa création. Microsoft l'appelle le Starter Pool. C'est un moyen rapide pour commencer à utiliser Spark dans votre workspace. Mais rien ne vous empêche de créer et de configurer vos propres pools Spark. Je vous mettrai dans la description de la vidéo la documentation sur comment créer et configurer des Spark Pools. Je reviens ici dans le workspace et je vais créer un notebook Spark.
Je suis à l'intérieur du notebook et je vais ici pouvoir en modifier le nom. Un notebook n'est rien d'autre qu'un bloc-notes où on va pouvoir écrire soit du code ou soit du texte. Et on a un vrai éditeur de texte dans lequel on va pouvoir formater le texte, mettre des paragraphes, des images, etc., etc. Vous pouvez voir ici un exemple que j'ai téléchargé depuis le compte GitHub de Microsoft. Ici à gauche, dans Ressources, je peux charger des fichiers depuis mon ordinateur. Ou alors, je peux ici rattacher un Lakehouse à mon notebook. Ici, je vais choisir le Lakehouse 002 qui existe déjà dans mon workspace. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, dans un Lakehouse, on peut avoir des fichiers et des tables. Ici, moi, j'ai plusieurs fichiers CSV et une table. Je peux cliquer ici sur ma table et charger les données dans Spark. Ça me génère une requête SQL, mais qui est encapsulée dans du code Python. On peut le voir ici que je suis en Python. Spark me propose de charger les données, donc le résultat de ma requête, dans une variable Python qui s'appelle df. Alors ici, ça s'appelle df, mais on aurait pu l'appeler autrement. C'est juste une variable qu'on appelle un data frame. Et un data frame est une représentation des données en mémoire et donc dans le moteur Spark. Et une fois les données chargées dans le data frame, on va pouvoir utiliser différentes fonctions Spark pour explorer et ou manipuler les données. On peut par exemple ici utiliser la commande display pour afficher les données qui sont dans le data frame. Je vais cliquer ici pour exécuter la requête. Vu que c'est la première exécution, Spark va démarrer une nouvelle session. On peut le voir ici en haut. Alors j'aurais pu ici démarrer la session moi-même avant d'exécuter la requête. Une session est le point d'entrée dans Spark. Ou si vous préférez, c'est comme si je démarrais le moteur Spark. Alors le démarrage de la session peut prendre un peu de temps, entre 2 et 3 minutes. La session est démarrée et je peux voir ici le résultat de ma requête. Je pourrais cliquer ici pour arrêter la session. Alors dans la suite, je vais utiliser un notebook que j'ai déjà préparé pour les besoins de la vidéo. Ici, je travaille en Python, mais je pourrais changer et travailler dans un autre langage. Ou alors, je peux garder Python comme langage par défaut et utiliser quand même un autre langage dans mon notebook. Je peux ici changer de langage avec la commande %% et par exemple mettre ici SQL. Et ici, je vais pouvoir mettre une requête SQL native que je vais exécuter. Donc, si je ne mets rien, c'est le langage par défaut qui est utilisé. Mais suivant mes besoins, je peux ici changer de langage en utilisant la commande %%. Alors ici, je peux charger des données depuis un fichier. Ici, Fabric me propose de charger les données soit dans Spark ou soit dans Panda. Alors, Panda est une autre librairie Python qui permet d'explorer et manipuler des données. Pour aller vite, c'est l'équivalent de Spark, mais pour traiter des données peu volumineuses. Là où Spark est adapté pour le traitement de gros volumes de données. Ici, moi je travaille en Spark. J'ai ici un data frame dans lequel est chargé le fichier calendar et je vais exécuter la requête. On peut voir que le fichier contient une seule colonne, date, et que cette colonne est de type texte. Je vais utiliser Spark pour changer le type de données. J'utilise la fonction with_colon qui permet soit de modifier une colonne si elle existe ou d'ajouter une nouvelle colonne si elle n'existe pas. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers cette documentation Microsoft qui présente les data frames et les opérations courantes qu'on est souvent amené à effectuer. Ici, moi je vais modifier la colonne date en type date. Pour cela, je vais devoir charger la fonction toDate. C'est bon, maintenant je vais exécuter tout ça. Et on voit maintenant que la colonne date est de type date. Ensuite, je vais ajouter de nouvelles colonnes, notamment l'année, le mois, le numéro du mois, le trimestre, etc., etc. Je peux ici afficher le résultat avec la commande display. À la fin, je peux sauvegarder le résultat dans une table du Lakehouse que je vais appeler calendar. Si tout se passe bien, je devrais ici retrouver une nouvelle table calendar et c'est bien le cas.
Si je reviens ici dans le Workspace, je peux aller dans le Endpoint SQL du Lakehouse et retrouver mes tables. Je reviens ici dans le Notebook, je peux le planifier pour s'exécuter automatiquement ou je peux l'intégrer à un pipeline Data Factory, donc dans Microsoft Fabric, que je vais pouvoir ordonnancer suivant mes besoins. Ensuite, c'est le pipeline que je vais devoir ici planifier pour s'exécuter suivant une certaine fréquence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment utiliser des notebooks Spark pour transformer et préparer vos données dans Microsoft Fabric. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!